Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Comme vous l'avez sans doute remarqué à EDC, on adore réfléchir et parler d'exportation. Mais en réalité, l'exportation ne représente que la moitié de ce qu'on fait. L'autre moitié consiste à aider les Canadiens à investir dans d'autres pays. Donc, il peut s'agir de beaucoup de choses différentes. Il peut s'agir, par exemple, de pénétrer de nouveaux marchés ou d'étendre leur portée là où les entreprises sont déjà présentes. Elles peuvent aussi avoir besoin de tirer parti de nouveaux services et de nouvelles options de financement pour obtenir les ressources dont elles ont besoin pour réaliser leur investissement à l'étranger. Chaque entreprise a son propre parcours d'exportation et c'est notre travail chez EDC de l'aider. Valsoft en est un bon exemple. Valsoft, c'est une entreprise canadienne qui acquiert et développe des entreprises de logiciels pour les marchés verticaux. Bon, là, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire exactement acquérir un marché vertical? Bien, aujourd'hui, Joseph Coubier, partenaire d'investissement de Valsoft, se joint à nous, pour nous expliquer ce qu'ils font et pourquoi c'est important et comment ils ont été façonnés par leur propre expérience à l'exportation. Frank Gentadou nous rejoint également. Frank est directeur régional, technologie, création et industrie diversifiée chez EDC. Il a eu le privilège de travailler avec Valsoft et il va nous aider à comprendre le rôle que l'investissement étranger peut jouer dans la croissance de votre entreprise. Nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Merci d'être là. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Peut-être, Joseph, je commence par toi. Bon, peut-être nous expliquer qui est Valsoft, c'est quoi son histoire et qu'est-ce que vous faites? Good. Ben, si on a 45 minutes devant nous, je vais commencer maintenant. Non, blague à part, Valsoft, c'est une entreprise canadienne, comme vous l'avez dit, qui a été fondée en 2015 avec l'intention d'acquérir et de détenir pour toujours des compagnies de software partout autour du monde. Les caractéristiques des compagnies de software qu'on achète ou de logiciels qu'on achète, je devrais dire, c'est qu'elles doivent être niches et spécifiques dans certaines verticales. Comme ça, elles ont l'avantage d'être très, très spécialisées dans ce qu'elles font et très, très sophistiquées dans un domaine en particulier. Mais elles ont le désavantage, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que nous on fait, de ne pas avoir un grand marché à attaquer. Donc, ça donne moins de compétition, mais aussi moins d'opportunités. Et c'est un petit peu cette balance-là qu'on cherche à travers nos acquisitions. Mais on a complété notre première acquisition en 2016, ensuite 3 en 2017. Une fois qu'on a réalisé que c'était un très beau marché pour nous, puis qu'il y avait beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, on a accéléré la vitesse à laquelle on fait les acquisitions, puis on est rendu présentement à 88 acquisitions avec un chiffre d'affaires au-dessus de 400 millions de dollars américains. Là, je comprends ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi. Explique-moi un peu votre why, votre pourquoi. La raison principale pourquoi on le fait, c'est que c'est une très, très bonne business. C'est profitable, définitivement, et ce dont on se rend compte, ou ce dont on s'est rendu compte dans l'analyse de ce marché-là, c'est que il y a plus que 250 000 de ce type de logiciels et il y a littéralement 5-6 personnes intéressées à les acheter quand vient le temps d'une succession. Right? So, en général, c'est un entrepreneur ou un ingénieur qui a fondé ça dans son garage il y a 25-30 ans. En général, c'était pour aider quelqu'un, un ami, proche. Il n'a pas tenté quelque chose ensemble. Il l'a vendu à 2 personnes, 3 personnes, 6 personnes, 12 personnes, puis il s'est ramassé avec à peu près 150 clients. Puis là, 20 à 25 ans plus tard, il a ces mêmes 150, 200 clients, puis il veut prendre sa retraite, ou il veut arrêter d'être un entrepreneur, ou il veut donner ça à quelqu'un qui peut continuer son parcours pour les 50, 100 prochaines années. Puis, vu que c'est une entreprise de relative petite taille, avec très peu de potentiel de doubler ou tripler de où elle est maintenant, mais il n'y a pas un line-up d'acheteurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète ces entreprises-là. Notre horizon d'investissement et d'opération est 20, 30, 40 ans. Donc, on peut prendre des décisions aujourd'hui sans avoir la pression. On rend ces compagnies-là profitables.
dans certains cas très profitables, dans d'autres cas moins profitables, dépendant des compagnies-là, et on leur donne cette profitabilité pour essayer de croître. Right? Dans certains cas, ça peut être une croissance dans son marché actuel. Dans d'autres cas, ça peut être une croissance géographique. Dans d'autres cas, ils sont déjà à 100% de la croissance potentielle. Vaut mieux aller dépenser cet argent-là pour acquérir un compétiteur ou acquérir quelque chose de connexe. OK, donc là, dans le fond, vous faites cette acquisition-là, vous gardez les équipes en place et vous les aidez dans leur croissance, leur structure, leur expansion. On professionnalise le tout. On préfère garder les entrepreneurs en place et les équipes en place. Par contre, il y a des situations où l'entrepreneur nous vend pour ne pas rester en place. Right? Il veut aller en Floride puis plus jamais entendre parler de nous. Ce qui est bien correct. En général, il y a une transition qui se fait, puis c'est correct. Mais c'est sûr que notre préférence, c'est de garder le monde parce qu'on garde leur expertise, mais c'est pas toujours le cas. Intéressant. Donc là, Joe, toi, comment es-tu atterri dans le monde de Valsoft? Puis comment s'est déroulé pour toi ce parcours-là? Là? Je pense que tu es un investisseur. Parle-moi un peu de ton histoire. C'est probablement le plus bel accident qui va se passer dans ma vie ou qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai étudié en finance. J'ai toujours travaillé en finance. Au début de ma carrière en gestion de portefeuille, ensuite en investment banking, puis de retour en gestion de portefeuille. Et à un moment donné, mes choix de carrière m'ont amené dans un family office. C'était une très belle expérience, mais disons pas pour moi à ce moment-là de ma carrière. Mes amis de longue date, Sam et Steph, qui sont les fondateurs de l'entreprise, venaient de commencer Valsoft. Ça, c'était en 2007. Et ils m'ont dit, bon, ben, c'est le temps que tu viennes nous aider à croître l'entreprise. Je pense que ça va marcher, toutes ces choses-là. Les discussions étaient autour de comment j'allais m'occuper des transactions puis du M&A pour l'entreprise. On avait à peu près 10 millions de revenus à ce moment-là. Puis, la condition qu'ils ont donnée pour qu'on devienne partenaire d'affaires, c'est que je commence par gérer une des entreprises qu'on avait achetées. Donc, moi, j'arrive avec mon background de finance. Je connais absolument, j'ai jamais vu un software de ma vie. J'ai aucune idée des mots qu'ils utilisent, toutes ces choses-là. Puis, pendant les 6 premiers mois de ma très courte carrière en tant d'opérateur de compagnie de logiciels, j'ai failli briser l'entreprise à vrai 50 fois. J'ai pris toutes les mauvaises décisions possibles et tout. Mais la réalité, c'est que ça m'a prouvé une chose, puis ça m'a permis de faire une autre chose. Ce que ça m'a prouvé, c'est que ces entreprises-là, même avec le plus grand des incompétents, qui était moi à ce moment-là, c'est comme impossible de les briser. Là. T'es en train d'essayer de briser quelque chose qui a comme 30 ans de savoir-faire puis de relations avec les clients, toutes ces choses-là. Donc, c'est des très, très, très bonnes entreprises qui peuvent survivre longtemps à de l'incompétence. Donc, imagine si, au lieu d'être incompétent, t'es compétent, à quel point ce serait des très bonnes entreprises. Puis, ensuite, quand est venu le temps de bouger dans un rôle de M&A qui était beaucoup plus naturel pour moi et où j'étais, disons, un peu moins compétent, ça m'a permis de pouvoir connecter avec les vendeurs, de comprendre leur réalité, de comprendre qu'est-ce qui est important dans une business, qu'est-ce qui l'est pas et tout. Puis, ça fait 5 ans à peu près que je m'occupe de ça. Donc, ce parcours-là t'a donné un peu un regard, un recul qui t'aide aujourd'hui dans le choix des acquisitions? Définitivement. Non seulement le choix, tu sais, on regarde à peu près 100 entreprises par semaine, right? Ah, wow! Eh bien, vous êtes combien là, de gens qui font ça? Toi, tout seul, tu regardes 100... Non. On est à peu près 50 dans l'équipe de M&A. On essaie de contacter entre 700 et 800 entreprises par semaine, puis on en regarde à peu près 100, right? Fait que quand tu regardes 100 entreprises de software, ils sont pas toutes pareilles et il faut que tu aies la capacité de t'imaginer de quoi cette compagnie-là aura l'air chez Valsoft, right? Puis aura l'air aussi dans le temps, si elle merge avec Valsoft, dans 5-10 ans, où est-ce que vous pouvez l'amener? Il faut connaître ce qu'on fait et connaître ce qu'ils font pour pouvoir l'imaginer. C'est ça la partie la plus difficile du M&A. Parce que les chiffres sont les chiffres. C'est pas si difficile que ça, les chiffres, mais c'est surtout essayer de voir comment cette entreprise-là va évoluer à travers le temps chez nous. Fait que de ta perspective, dans le fond, il y avait un besoin dans le marché d'un joueur qui allait acquérir une portion de ces 250 000 entreprises de logiciels, c'est ce que tu disais, pour les structurer, les professionnaliser. C'est pas un mot, là, mais je l'ai inventé. Comme il y avait vraiment un besoin? Oui, ben, premièrement, c'était pas notre idée.
perfectionné de certains joueurs qu'ils faisaient déjà, certains à une très grande échelle. La compagnie qui vient en tête pour tout le monde dans ce domaine-là, c'est Constellation Software, qui est une compagnie publique canadienne d'au-dessus de 40 milliards de capitalisation. Mais il n'y avait pas beaucoup de petits joueurs. Il y en a beaucoup qui essayaient. Il y a un grand joueur qui est Constellation, beaucoup de très petits joueurs au moment où on a commencé. Puis tous ces petits joueurs-là étaient comme, on va devenir le prochain Constellation. Je pense qu'on en a rencontré une trentaine qui avaient cette aspiration-là parce que c'est une très belle business. On peut comprendre pourquoi les gens voudraient faire ça. Mais c'est une business qui a malheureusement le défaut d'être de plus en plus compliqué, le plus gros tu deviens. Right? So, tout le monde parle des économies d'échelle et toutes ces choses-là. C'est vrai en théorie, on en a au niveau financier, mais au niveau complication, c'est le contraire. Le plus t'amènes de compagnies, le plus t'as à gérer, et le plus t'amènes de nouvelles juridictions, le plus t'en as à gérer. Puis ces logiciels-là, sont basés en Amérique du Nord? Il y a à peu près la moitié de revenus qui est en Amérique du Nord. De ce 50% de revenus, il y a au moins 90% qui est aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est où la plupart de nos revenus et logiciels sont. Ensuite, en Angleterre, en Australie et dans une douzaine de pays européens. So, France, Italie, Danemark, Suède, Belgique, Allemagne. J'imagine qu'il y en a quelques-uns au Canada. Oui, à peu près 4 ou 5, oui. Donc, j'ai mentionné tantôt dans l'introduction que le mandat de DC comprend la promotion de l'investissement canadien à l'étranger, puis pas seulement des exportations canadiennes, comme on vient de le voir, avec votre modèle d'affaires vraiment unique. Frank, peux-tu nous en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles EDC met beaucoup d'efforts pour promouvoir l'investissement à l'étranger? Oui, certainement. Peut-être, si tu me permets, Marie-Josée, je voulais juste peut-être dire quelques mots sur l'équipe qui dessert Joe, parce que je suis particulièrement fier de l'équipe. Comme tu avais mentionné au départ, je suis en charge de 2 équipes, une équipe diversifiée, industrie diversifiée, donc monsieur et madame tout le monde de différentes industries, ainsi qu'une équipe tech. Pourquoi avoir une équipe tech? Justement, c'est parce que les entreprises tech sont différentes. Ils sont structurés différemment. Le focus est parfois, justement, pas nécessairement sur la profitabilité. C'est que de vie est différent. Se font financer différemment. Puis, c'est important pour nous d'avoir vraiment une équipe qui parle la langue des entreprises tech. Comme tu l'as mentionné, on a un mandat d'aider les exportateurs et les entreprises qui investissent à l'étranger. Puis Valsoft est un excellent exemple d'une entreprise de service où l'investissement à l'étranger fait partie de leur DNA. D'ailleurs, la majorité de leurs ventes proviennent pas nécessairement des ventes organiques, mais plutôt par du M&A, en investissant dans des niches autour du monde. Donc, voilà le modèle d'affaires qui est parfaitement aligné avec le type d'entreprise que DC souhaite promouvoir parce que justement, nos études démontrent que les entreprises qui exportent connaissent généralement une croissance plus rapide, sont plus résilientes, sont plus novatrices que les autres. Donc, tous ces éléments, c'est-à-dire une exportation n'est pas nécessairement une vente qui se fait du Canada à l'international. Si tu as un peu des ventes autour du monde, mais tu fais d'une sens de l'export, mais à travers des filiales. Il y a des études qui démontrent justement des filiales rapportent pour le Canada une recherche, puis exportent plus que les compagnies mères, finalement, à travers les filiales. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, 2 fois, 3 fois plus que des compagnies mères au Canada. Donc, justement, c'est à travers des filiales, quand tu t'approches des clients, de la clientèle, justement, ça te permet justement de vendre plus. Parfois, combien d'entreprises qu'on connaît disent, mais pour vendre aux États-Unis, il faut être aux États-Unis. Right? Puis justement, en tech, est-ce que c'est particulièrement vrai? Oui, ben, est-ce que c'est vrai? En réalité, parfois, le tech, c'est différent parce que la majorité des entreprises, puis ça ne reflète pas nécessairement Valsoft ici, parce que comme moi, je parle en termes général, tech, mais si tu me dis en tech généralement, mais les entreprises tech, parfois,
commence par l'international. Commence par l'exportation, puis par la suite, peut-être des filiales. Commence par l'international parce que justement, le marché est tellement plus important à l'international. Le modèle d'affaires est rodé à l'international et parfois, par après, ils regardent le Canada. Mais c'est effectivement une particularité de l'équipe tech et le profil des entreprises tech. Surtout, et quand on parle de tech, évidemment, c'est large, right? Mais ici, on parle largement de SaaS, donc de Software as a Service. Donc, on parle de logiciels. L'actif principal de justement des entreprises rentre le matin puis sort à 5 heures. C'est Brainpower, c'est les gens qui développent ces technologies, puis les gens qui travaillent pour ces entreprises peuvent être partout dans le monde. Mhm. D'ailleurs, j'ai rencontré une entreprise cette semaine où la majorité de leurs effectifs était au Brésil et en Roumanie. Mais leur société mère est à Québec, la ville. Joseph, peut-être pour nous expliquer un peu plus, tu as mentionné tantôt là, que dans les 2 dernières années, vous avez fait quand même 60 nouvelles acquisitions. Puis ça a l'air que c'est seulement le début parce que vous en regardez 700 à 800 par semaine. Peut-être, explique-nous un peu le processus d'acquisition typique. Est-ce que vous regardez une niche ou, tu sais, comment vous les sélectionnez, ces 700, 800-là, puis comment ils rentrent dans votre espèce de funnel pour en venir à une décision là, de faire l'acquisition? Le mot funnel, c'est le bon mot à utiliser ici. C'est un petit peu le nerf de la guerre pour nous. Puis c'est où on passe le plus de temps pour essayer de peaufiner un peu notre processus, mais c'est ce processus qui, ultimement, est la raison pour qu'on arrive à acquérir des compagnies. La première chose qu'on doit faire, c'est trouver ces compagnies-là. Puis on a des gens, des équipes dont leur seul job, c'est de regarder des listes, regarder sur Internet, sur LinkedIn, n'importe où ils peuvent, pour trouver ces compagnies-là et les mettre dans notre database. Puis on leur donne un certain nombre de critères, puis ils deviennent des experts à identifier à travers le site web ou les données disponibles en ligne si c'est une compagnie qui est réellement un logiciel très, très niche et vertical dans ce qu'elle fait, dans ce qu'ils font. Ensuite, une fois que ces compagnies-là sont dans notre database, il faut les contacter. Il y a un art sur comment contacter des gens pour leur demander s'ils veulent vendre l'entreprise. On n'est pas en train de leur contacter pour leur demander s'ils veulent une carte cadeau. Il faut essayer de personnaliser le message le plus possible, essayer de l'envoyer à une fréquence qui est quelque part entre dérangeant et régulier. Et il faut aussi leur parler de pourquoi c'est à leur avantage de venir nous parler. Right? Parce que ces gens-là reçoivent ce courriel probablement de 10 ou 15 autres entreprises à travers l'année, puis il faut se différencier. Donc, une fois qu'on a envoyé ces courriels-là, il y a à peu près, disons, une personne sur 7 ou 8 qui accepte de nous parler. Et c'est là que ça prend un cours beaucoup, beaucoup plus naturel. C'est-à-dire une conversation, on apprend à se connaître, on échange des données financières et finalement, on arrive à leur faire une offre à travers l'analyse de ces données financières. Si l'offre est acceptée, c'est là qu'on fait notre processus de diligence qui prend entre 6 à 8 semaines et tout est fait à l'interne à partir de ce moment-là. Mais la clé, c'est trouver les entreprises, les convaincre d'aller au téléphone avec nous. Une fois au téléphone, leur faire une offre qui leur convient. Si cette offre est acceptée, ça rentre dans un due diligence à l'interne, puis on est capable de fermer la transaction 1 à 2 mois après ça. Peut-être que je reviens au début. Qu'est-ce qu'un logiciel niché et vertical? Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Salesforce. Salesforce, c'est c'est un excellent logiciel que nous, on utilise dans nos entreprises, puis en M&A. Prana l'utilise probablement aussi, EDC probablement l'utilise aussi, Couche-Tard l'utilise aussi probablement, puis après tout le monde peut l'utiliser. Il est très, très horizontal, dans le sens qu'il y a plusieurs segments de l'économie ou plusieurs types d'entreprises qui peuvent l'utiliser. Ce que ça fait, c'est que il est très facile à installer chez un client, très facile à utiliser, mais il est aussi très, très facile à enlever. Demain matin, si nous, on perd Salesforce, on est un peu moins efficace, mais on pourrait le remplacer par un autre logiciel similaire ou tout simplement Excel, par exemple. Right? On serait pas content, ce serait moins idéal, mais on aurait quand même une business. Right? Le genre de logiciel qu'on achète, nous,
c'est des logiciels, par exemple, de gestion de terrain de golf. Right? So, une entreprise qui a un restaurant ou une entreprise qui est dans l'alimentation ou quoi que ce soit pourrait jamais utiliser ce logiciel. Il a été créé seulement pour la gestion des terrains de golf. Donc, le logiciel est fait en sorte que les golfeurs peuvent s'enregistrer pour jouer leur ronde de golf. Le propriétaire du terrain peut payer ses employés, peut gérer ses salles, peut gérer son restaurant, peut gérer son équipement, toutes ces choses-là. Et je connais personne ou je connais pas d'investisseurs qui se lèvent le matin puis qui se disent, vous savez quel segment de marché est tellement énorme que je devrais dépenser des millions de dollars pour faire un nouveau logiciel et déplacer Valsoft ici. Personne ne pense comme ça parce qu'il y a un certain nombre de terrains de golf définis, puis il y a 3-4 logiciels qui s'arrachent les clients, puis ils vont tous rester à peu près à ce moment-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vertical specific software, et c'est ça qui nous intéresse. Le mot vertical vient d'où? Parce que pour moi, c'est très... Je veux dire, moi, j'appellerais ça une niche. Exact, c'est ça. En anglais, c'est vertical market software. En français, c'est une niche. OK, parce que pour moi, l'intégration verticale, c'est, disons, que Prana commence à acheter là, des terres au Brésil pour faire pousser des mangues, pour importer. Pour moi, c'est ça, l'intégration verticale. Fait que, OK, là, je comprends mieux. Non, pour nous, c'est la verticale de gestion de terrain de golf. Puis il y a une autre verticale de gestion de restaurant. Puis j'imagine que, bon, il faut quand même que ce logiciel-là soit un certain chiffre d'affaires pour que là, qu'il passe sous votre radar. Idéalement, au-dessus de 3 millions de dollars de revenus. On s'en fout complètement de la profitabilité. Ce qui nous importe, c'est le revenu. Idéalement, 3 millions de revenus avec la majorité en revenus récurrents et non pas en revenus non récurrents. OK, donc là, une fois que on a passé à travers le processus, bon, justement, dans l'entonnoir, on a acquis l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est là que le vrai travail commence. Mais on a en général acquis une entreprise qui est, disons, moins bien gérée que ce qu'on voudrait qu'elle le soit. Right? OK, donc vous voyez dans votre processus, vous voyez que vraiment Valsoft va ajouter de la valeur au niveau du processus, au niveau de la structure de l'entreprise, etc. Oui. La raison pourquoi on ajoute de la valeur, c'est que on ne fait que ça et on a 88 exemples de choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné. Right? So, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, moi j'ai fait des erreurs pendant les 6 premiers mois, puis les 6 mois après étaient meilleurs. Right? Mais imagine 88 fois on a fait des erreurs, on s'entend que la 89e fois, on va faire des erreurs, mais probablement pas les mêmes que les 88 premières qu'on a fait. Right? Ensuite, on a le luxe d'avoir un portefeuille de logiciels, ce qui nous permet d'apprendre les bonnes pratiques de chacun, mais aussi de peut-être prendre un risque dans certains logiciels parce qu'on sait qu'un autre prend moins de risques. Right? Mais si j'étais le propriétaire d'un seul logiciel, et que c'était 95% de ma fortune, puis 90% de ma carrière, disons que je serais moins tenté de prendre un risque, right? Tandis que nous, on peut voir ça plus comme une gestion de portefeuille et prendre un risque où le risque est plus payant et moins quand le risque est moins payant et tout. So, ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Ben justement, dans ce portefeuille-là, là, toi, comme investisseur, est-ce que tu dis, OK, il y en a 20% de nos acquisitions qui vont être ultra risquées, mais avec un potentiel de croissance énorme, puis mon 80%, je sais que c'est récurrent, c'est de base, c'est ça qui va être notre pain et notre beurre. So, on veut que 100% soit aucun risque avec le plus de croissance possible. Évidemment, on n'arrive pas à ça, mais je te dirais que le 20-80, c'est probablement c'est un ratio qui est pas loin de la réalité, mais le 80 demeure avec un certain risque. C'est pas comme complètement pas risqué puis il n'y a rien qui se passe là-dedans. Mais disons qu'il y a 20% de notre portefeuille qui est en plus forte croissance que le 80%. OK, fait que là, du coup, là, vous acquérez l'entreprise, puis là, est-ce que les équipes viennent sur place? Est-ce que vous allez les rencontrer? Comme juste les premières étapes? So, nous, c'est extrêmement important de rester décentralisé. So, à Valsoft, à Montréal, il y a à peu près 200-220 employés.
Puis, dans les business, on est au-dessus de 2000. Right? Puis, il y a pas de développeur à Valsoft, il n'y a pas de vendeur à Valsoft, il n'y a pas d'agent de soutien à Valsoft. Tout ça, ça reste dans les entreprises. Ce que Valsoft apporte, c'est comptabilité, finance, légal, M&A et, disons, le playbook sur comment améliorer l'entreprise une fois qu'on l'a acheté. Donc, la première journée où on fait l'acquisition, on se déplace à l'entreprise. Et on veut être présent là-bas parce que c'est quand même un choc pour les gens. Ça peut être un choc positif ou un choc négatif, mais c'est définitivement un choc. Right? So, ils vont voir une, deux, même une, c'est rare, mais disons 2, 3, 4, 5, 6 personnes de Valsoft être là pour la première semaine. 1 pour annoncer l'acquisition, 2 pour répondre à des questions, puis 3 pour apprendre à nous connaître, puis nous, on apprend à les connaître un peu plus. Parce que tu peux définitivement apprendre à connaître quelqu'un en due diligence, mais ça demeure un accès assez limité, t'es pas capable de parler à tout le monde, toutes ces choses-là, fait que c'est comme un petit peu une réintroduction à l'entreprise. Et ensuite, on détermine, après cette semaine-là, si ce qui a été fait en due diligence peut être appliqué à la réalité, puis ensuite, on commence à l'appliquer. En général, ça nous prend quelques semaines pour commencer à appliquer certains des changements qu'on veut faire s'il y a lieu. Puis l'entreprise prend son envol à partir de là. Puis j'imagine qu'il y a peut-être un chiffre dans le personnel. Vous amenez pas quelqu'un de Valsoft là-bas, mais selon les besoins qui ont été identifiés pendant due diligence, puis pendant cette première semaine d'analyse, là, vous prenez les actions nécessaires au niveau du personnel pour mettre... La personne ne sera pas une personne de Valsoft, mais sera une personne de ce logiciel-là sous Valsoft. Exactement. De façon permanente, il n'y a jamais personne de Valsoft qui est impliqué dans les entreprises qu'on achète. De façon temporaire, c'est sûr qu'il peut y avoir quelqu'un. Mais en général, la personne qui est dans cette entreprise-là va avoir un counterparty ou une personne à Valsoft avec qui il ou elle pourrait discuter des changements qui devraient être faits, toutes ces choses-là. On agit beaucoup plus au début comme intégrateur, comme formateur, comme toutes ces choses-là, mais éventuellement plus comme un board of directors qui est là pour conseiller et que l'entreprise prend son envol à partir de là, on est plus comme un board of directors. Mais vas-y, Frank, avec ton commentaire que je trouve pertinent. Oh, oui, c'est sûr que c'est pas surprenant que tu avais beaucoup de questions sur l'entreprise parce que c'est assez, pour moi, en tout cas, c'est une machine d'acquisition. Comme Valsoft, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Donc, finalement, c'est juste comprendre. Oui, bien juste comprendre le modèle d'affaires. Puis c'est intéressant aussi de comprendre la façon dont il fonctionne. Justement, Frank, quel type de programme, j'imagine que vous travaillez ensemble, quel type de programme ou de service chez EDC vous offrez pour aider les entreprises canadiennes comme Valsoft à investir sur les marchés internationaux? Puis peut-être en étant spécifique aussi avec Valsoft, comment vous les avez aidés là, dans leurs acquisitions à l'international? Donc, notre valeur de proposition est basée sur 3 besoins fondamentaux. C'est la planification à l'international, des connexions, donc offrir un réseau, puis scaling ou les solutions financières. En général, c'est ça, dans le fond, les besoins qui ressortent des entreprises telles que Valsoft. Et donc, quand on pense aux premières 2, c'est gratuit. On ne change pas pour aider les Valsoft à planifier à l'international. On ne change pas pour faire des connexions. Puis, je pourrais dire, c'est que quand on parle de Valsoft, ils ont pu bénéficier justement de notre expertise et réseau à l'international. Par exemple, nous avons conseillé Valsoft sur l'achat en Europe où EDC était prêt à financer. Finalement, cette transaction n'a pas eu lieu, mais à travers cette expérience, nous avons bâti une relation d'affaires avec l'entreprise qui nous a permis par après de rentrer dans leur syndication bancaire. Donc là, on est un prêteur direct. Car EDC, en termes de solutions financières, ça englobe plusieurs éléments. Ça peut être l'assurance, ça peut être garantie, ça peut être des financements, ça peut même être des investissements. Et comme j'ai mentionné, la partie plus soft de conseil. Ça, donc, prêteur direct, c'en est un. Conseiller, quand il regardait cette transaction en Europe, justement, c'est une autre façon. Des connexions, évidemment. Puis dans le monde d'investissement, puis peut-être Joe pourrait en parler davantage, comment on a rentré en premier lieu. C'était même pas les 2 que je viens de mentionner, c'est
Dans le monde d'investissement, il est parfois nécessaire de négocier des balances de vente avec le vendeur. Puis, autrement dit, il y a un montant à payer upfront, puis avec une balance sous certaines conditions. Puis, nous avons débuté notre relation d'affaires avec Valsoft avec une solution pour financer justement ces balances de vente que Valsoft réussissait à négocier avec le vendeur. Donc, c'est ceci qui nous a permis vraiment de mieux apprendre l'entreprise, puis vice-versa. Donc, une garantie sur les comptes recevables. Ouais. Et je le dis pas parce que Frank est là, puis parce que le podcast est EDC, mais sans EDC, on serait pas mal plus petit que ce qu'on est maintenant. C'est vrai. Et parce que, tu sais, fondamentalement parlant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des investissements à l'étranger, puis on exporte notre expertise. Right? Puis, pour des gens qui exportent quoi que ce soit, puis le moins tangible cette exportation est, tu sais, quand nous, on regarde un investissement sur notre Excel spreadsheet, ben, les chiffres peuvent nous dire, OK, c'est bon, hein? Mais à un moment donné, il faut savoir quoi faire là-bas, right? Puis, ça commence par ce que Frank a dit, ça a commencé par un vendeur qui ne nous faisait pas confiance qu'on allait lui payer sa balance de vente l'année prochaine. Avec, tu sais, puis c'est pas méchant de sa part ou quoi que ce soit, mais on lui a donné un certain montant à la clôture et on lui a promis un certain montant 1 an plus tard. Puis il nous a dit, ben, comment je sais que vous allez être là dans 1 an? Puis on s'est dit, ben, c'est une très bonne question. Hein? On a définitivement l'intention d'être là. Puis l'équipe de Frank et Frank à ce moment-là nous ont dit, ben, écoutez, un de nos mandats, c'est de sécuriser ces gens-là en leur garantissant cette balance de vente dans le futur et tout. Puis ça nous a permis de closer cette transaction-là. Et c'est quelque chose qui a été fait plusieurs fois depuis ce temps-là. Vous êtes vraiment au niveau financier, puis aussi à ajouter de la crédibilité. Oui, définitivement. Ça, c'est énorme. Puis en fait, c'est une game de crédibilité, ce qu'on fait. Là, hein? Il faut que ça, c'est super important. Puis ensuite, tu sais, Frank a fait référence à une entreprise qui était aux Pays-Bas, qu'on voulait acheter, mais on n'en avait pas aux Pays-Bas. Puis oui, on a discuté de nos besoins financiers là-bas et tout, mais la partie qui est un peu plus, disons, soft et underrated, c'est que ça n'a pas pris longtemps qu'ils nous ont référé à 2 ou 3 personnes à l'interne qui avaient fait affaire aux Pays-Bas. Puis, j'ai pu leur poser des questions du style, en quoi est-ce que c'est différent de ce pays où je suis maintenant, en Europe? Puis ils ont dit, ah, écoute, ben, c'est relativement similaire. Ouais, c'est ça, au niveau des lois culturelles, tu sais, finances, taxes, toutes ces choses-là. Puis, ça te donne un énorme confort dans ton habileté à aller explorer un nouveau pays ou à être efficace à explorer un nouveau pays. Ça nous a beaucoup aidé pour ces choses-là, puis ça continue à nous aider. Donc, j'imagine que tu es en contact avec les différentes personnes chez EDC qui sont sur place, par exemple, je sais pas, en Australie ou aux Pays-Bas ou aux États-Unis? Ou toi, c'est vraiment, ta relation est avec Frank et Frank te... Je laisserais peut-être Frank parler, mais c'est plus, il y a 3 personnes clés à EDC, Frank et 2 autres personnes. Puis peu importe quelle question que j'ai, je peux parler à une de ces 3 personnes-là, puis soit ils vont répondre, soit ils vont trouver quelqu'un pour répondre. C'est ça le but. On a une vingtaine de bureaux à l'international, Marie-Josée. Les gens peut-être le connaissent moins. On a poussé même en Indo-Pacifique en ce moment, justement. Donc, nous, on assume des risques où les entreprises ne sont pas encore confortables. Évidemment, en Europe, on est là depuis longtemps. Et c'est cette intelligence marché. Évidemment, comme tu le mentionnes, tu peux parler avec nos gens, par exemple, à Londres, tu peux parler avec nos gens en Indonésie, à Singapour, en Amérique latine, ou tu peux parler avec ton quart arrière, le directeur de relations qui dessert justement Joe, qui va lui faire ses recherches auprès de ses collègues puis rapporter cette information à Joe. Donc ça, c'est une façon de vraiment de lui offrir un one-stop shop avec son directeur de relations qui lui permet justement de prendre des décisions judicieuses. Écoute, nous, on est un élément, mais c'est tout qu'on peut faire justement pour aider des entreprises comme Valsoft s'épanouir à l'international, mais voilà, c'est notre mandat. Vraiment intéressant. Puis en terminant, peut-être Joe et Frank, est-ce que vous avez chacun un conseil à donner aux entrepreneurs qui voudraient faire une acquisition à l'international? Peut-être Joe, commence par ton conseil.
Je dirais de passer le plus de temps possible, fois 10, à comprendre la culture là-bas. Parce que ça peut être différent bien ou différent mal, mais c'est définitivement différent. Et chaque seconde passée à essayer de comprendre ça sauve des heures et des heures et des heures. Donc, la culture de l'entreprise spécifiquement ou la culture générale de la région? De la région. Parce que la culture d'entreprise, les gens vont passer du temps là-dessus et tout ça. Mais si la question, c'est quelqu'un qui veut faire de l'expansion à l'international, j'essaierai de comprendre le plus possible la région dans laquelle je mène mon expansion. Qu'est-ce qui est important pour les gens là-bas? Quelles sont les lois là-bas qui facilitent ou rendent ça plus difficile? Et comment je vais faire pour ne pas être perçu comme le méchant qui arrive hors de nulle part pour prendre des jobs de tout le monde. Intéressant. Puis toi, Frank, est-ce que tu as un conseil, vu que tu en as vu beaucoup quand même? Non, mais écoute, Valsoft stimule et diversifie l'économie, elle contribue à la création d'emplois, notre PIB, autrement dit, Valsoft renforce le Canada. Moi, ce que souvent je dis à nos entreprises, c'est appelez-nous tôt dans le processus parce que c'est pas une transaction qu'on veut, c'est une relation d'affaires qu'on veut bâtir, une stratégie d'affaires. C'est un peu un plug, mais en réalité, c'est ça la réalité. C'est pas que si on n'avait pas vraiment construit cette relation d'affaires avec Joe, plutôt quand on regardait justement des programmes de garantie, mais ça nous a permis d'aboutir à d'autres choses et faire d'autres choses pour l'entreprise. Et donc, c'est là, strategy before transactions, c'est souvent ce qu'on dit à nos entreprises, nos clients. Nous souhaitons être leur aviseur de confiance. On est une société des tops là pour aider les entreprises canadiennes. Notre focus, c'est pas la profitabilité, c'est les exportations pour le Canada et rendre le Canada à une autre place dans l'échiquier mondial. Donc, ton conseil est simple comme prendre le téléphone puis appeler ADC avant de faire un move ou quelque chose à l'international. Exact. Bien, messieurs, conversation vraiment très intéressante. J'en ai beaucoup appris. Joseph Coubier, partenaire d'investissement chez Valsoft, et Frank Trentatou, et directeur général technologie, création et industrie diversifiée chez ADC. Merci énormément à vous deux d'avoir pris le temps de m'éclairer et de nous éclairer aujourd'hui. Bravo pour ce parcours réellement impressionnant de cette entreprise Valsoft canadienne. Bravo. Merci. Merci Marie-Josée et merci Frank pour ton support continu. Je vais faire la petite conclusion. Donc, merci de vous être joints à nous aujourd'hui à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous en avez appris autant que moi, on serait ravis que vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. On se revoit dans 2 semaines.